Bonsoir à toutes et tous, très heureuse de vous accueillir dans Match après Match. C'est le nouveau talk de Téléclub. En moins d'une heure, invités et journalistes débattent de l'actualité du ballon rond. Et ce soir, autour de cette table, la défense est solide. Après 6 matchs, son équipe est 5e au classement de Super League. Je parle évidemment du FC Thun et de Michael Facchinetti qui est des nôtres ce soir. Il a mis un terme à sa carrière au printemps dernier. Il nous rend visite régulièrement depuis, c'est Dylan Stadelman. Notre consultant maison, Claude Gross, est avec nous également ce lundi. Et puis le couteau suisse de la rédaction, c'est Vincent Rigolet. Messieurs, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Bonsoir Elodie. Bonsoir, Merci d'être avec nous ce soir. Vous aussi, vous participez à cette émission en tout temps via les réseaux sociaux et notre page Facebook Téléclub Sport Romandie ou alors sur Twitter avec le hashtag TCMAM, Téléclub match après match, tout simplement. On déclare donc cette émission officiellement ouverte avec son coup d'envoi et la première discussion qui concerne bien sûr le retour de la Nati après la Coupe du Monde. Ça se passait samedi du côté du Kibun Park où l'équipe de Suisse s'est largement imposée 6-0 face à l'Islande. Alors, messieurs, ma question, elle est simple. Suisse-Islande, 6-0, et puis quoi ? Il n'y a pas tellement d'adversaires en face. Moi, j'étais très déçu de la part de l'Islande. Bon, en même temps, je ne suis pas surpris, quoi. C'était un peu un feu de paille, cette équipe. Mais franchement, bravo à la Suisse. Ils ont été solides du début à la fin et tout le mérite est pour eux, quoi. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas vraiment à avoir un adversaire aussi faible, mais peut-être avant de partir dans le négatif, quelque chose de positif à en ressortir ? Non, mais il faut se réjouir parce que ça reste, quel que soit l'adversaire, même l'Islande diminuée par quelques absences, changement de coach, notamment il n'y a pas longtemps, ça reste un match international et un match même pas amical puisqu'il y a cette nouvelle Ligue des Nations. Donc c'est jamais facile de gagner 6-0 un match international. Puis on était resté quand même à la Coupe du Monde sur ce match de la Suède où on se plaignait justement que la Suisse s'était pas créé d'occasion. Donc on va pas faire la fine bouche et pour une fois que l'équipe suisse marque 6 buts, il faut c'est un coach suédois en plus, donc ça fait du bien. Ouais, ça fait bien. C'est vrai, il y a un petit côté sympa, on est content de voir ces 6 goals. Non, mais il faut s'en réjouir, ça c'est sûr. En Suisse, souvent, quand on gagne, l'adversaire était faible, il y a toujours une excuse. Non, on a gagné, on s'est imposé avec beaucoup de nouveaux joueurs qui ont montré dès le premier match qu'on pourrait compter sur eux. Donc moi, je suis très optimiste. Bien sûr qu'il faudra voir déjà contre l'Angleterre ce que ça donne, mais en tout cas, plein de signaux positifs. On peut tout relativiser sur ce match parce que c'était contre l'Islande, mais il y a quand même des signaux qui sont super encourageants. Moi, j'ai trouvé Zakaria excellent au milieu, il a vraiment percuté, il a créé du jeu et puis il a pris pas mal le jeu à son compte. Xhaka aussi qui a changé de poste pour moi un peu parce qu'il a changé de rôle avec l'absence de Berami. Maintenant, c'est lui qui a le brassard, donc on le sent un peu plus entreprenant. Non, mais il jouait beaucoup vers l'arrière. Il avait une tendance à être un peu safe dans son jeu, très rétro. Là, on l'a vu quand même jouer plus vers l'avant, essayer de trouver ses espaces entre les lignes. Et je trouve qu'il y a eu quand même des très bonnes choses, quoi. On reviendra plus en détail sur les joueurs tout à l'heure, mais avant ça, je voudrais quand même vous entendre, Michael Facchinetti, peut-être sur cette nouvelle enthousiasme, cette émotion, cette solidité qu'a voulu montrer l'équipe de Suisse. Est-ce que ça peut vraiment effacer la fin de Coupe du Monde dans notre boudin ? Je pense qu'ils font partir un nouveau cycle. Là, il y a eu plusieurs nouveaux joueurs qui sont entrés, qui ont fait, je pense, une très bonne première. L'avantage aussi, c'est que les attaquants ont marqué, ça a peut-être un peu fait défaut ces derniers temps. Et en plus, cette fois, c'est 6 joueurs différents qui marquent. Donc, je pense que c'est de très bon augure et ça veut dire que l'attaque et le danger peut venir de partout. Donc ça, je pense que c'est un point fort qu'a la Suisse. Et je pense que l'esprit de groupe est toujours resté, malgré tout ce qui s'est passé ces derniers temps. On a vu qu'ils se sont pas mal soutenus entre eux, qu'il y avait vraiment cette cohésion de groupe. Et ça, c'est ce qui fait que je pense qu'ils peuvent aller plus loin, ou du moins enchaîner les bons résultats. Non, c'est une victoire qui tombe quand même super bien, parce que comme vous venez de le dire, c'était une période un peu difficile pour la SF, qui avait tous ses problèmes de communication. Et pour Petkovic, ce 6-0, même si c'est contre l'Islande, c'est quand même, je pense, une victoire qui lui fait énormément de bien quant à ses choix, et puis quant à la tactique qui a été employée et déployée dans ce match, quoi. Il y a quand même eu quelque chose de particulier, je pense, dans la communication, c'est quand il y a Lichtsteiner qui était en tribune, il y a un peu tout le monde qui était un petit peu surpris. Donc voilà, après, ça, c'est la cuisine interne, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais je pense plutôt que c'était peut-être l'opportunité pour Petkovic de mettre d'autres joueurs. Et puis à Wembley, je pense qu'il reprendra sa place pour justement encadrer le groupe comme il l'a fait jusqu'à présent. Quel message il a voulu donner selon vous avec justement la mise à l'écart en tribune carrément du capitaine ? Je ne pense pas que c'était vraiment une sanction ni quoi que ce soit. Non, moi je pense plutôt que c'était donner sa chance à d'autres et puis le préparer pour le match à Wembley, à mon avis. Après,
Bah, moi, j'ai trouvé Mbabou excellent, du coup. Pour de vrai, je trouve que le fait d'avoir eu sa chance dans ce match, c'est une chance énorme et ça confirme en tout cas, les bons espoirs qu'on avait vis-à-vis de ses qualités. Et il a joué comme il pourrait jouer à IB. Il a la même envie, ce jeu vers l'avant. Et puis, ouais, vraiment, c'était les deux latéraux, vraiment. Les deux latéraux, grosse satisfaction. Quoi. Babou et Rodriguez, ils ont été très, très offensifs. Ils ont beaucoup amené. Après, on verra contre l'Angleterre, ça va être très différent. C'est ça, les prochains adversaires sont de calibre supérieur à cette Islande, Claude, qu'on avait vu quand même à l'Euro 2016, très intéressante. Elle n'était que l'ombre d'elle-même, finalement, samedi. Oui, cette équipe d'Islande, c'est vrai que c'est un peu surprenant, mais la Suisse a fait le boulot, ils ont marqué très vite, et après, ils se sont rendus le match beaucoup plus facile. Effectivement, avec tous les événements extérieurs qu'il y avait, c'était pas donné d'avance, gagné d'avance. Donc, non, je le répète, l'adversaire, pour moi, n'est pas très important. La Suisse a fait des bien plus mauvaises performances contre des adversaires plus faibles, et on crie au scandale. Donc, pour une fois que la Suisse fait un bon match contre un adversaire moins coté, il faut se réjouir. Ça montre aussi les limites du réservoir islandais, et c'est normal, hein, vu la taille du pays et le nombre de joueurs actifs. Oui, et puis ils ont peut-être un cycle aussi, voilà, hein. ils ont flambé, ils étaient peut-être en sur-régime depuis quelques temps. Même quand ils ont été au quart de finale de la Coupe du Monde, on a vu quand ils ont joué contre l'équipe de France, voilà, on a vu les lacunes. Donc, moi, oui. Je pense que le départ de l'entraîneur a fait un mal, un grand mal pour l'Islande. Oui, un entraîneur, ça compte quand même de temps en temps dans une équipe. Pas que de voir 15 000 personnes dans ce Kibune Park qui a une plus grande capacité, 17 300. Est-ce que ça veut dire que l'équipe de Suisse s'est réconciliée avec son public ou pas tout à fait, justement, du fait que le stade n'était pas plein? Peut-être c'est un excellent choix de jouer à Saint-Gall plutôt qu'à Bâle ou à Zurich dans une énorme enceinte où peut-être la pression aurait été différente, ou alors peut-être que le public n'aurait pas répondu autant présent et les gradins n'auraient pas été pleins, ce qui aurait été une image un peu moins bonne pour cette équipe de Suisse qui lance cette nouvelle compétition, qui est quand même une compétition, même si elle est toute neuve, hein, et puis ce nouveau cycle. Quoi. Donc c'était important, je pense que c'était un très bon choix, Saint-Gall, et c'était important qu'il y ait du monde. Il y a aussi une chose, c'est que le public saint-gallois ils sont fous de foot, donc ça allait de toute façon amener du monde, peu importe. Déjà, moi qui joue à Saint-Gall, même si les résultats ne sont pas là, il y avait toujours 9-10 000 personnes. Donc, plus encore les gens de l'extérieur qui sont venus, je pense que c'était vraiment une idée de rassembler, de remplir un maximum et d'amener des gens qui sont vraiment fans de foot que plus de parler de polémiques ou de choses extra-sportives. Sur la sécurité, effectivement, et la confiance. Dans les points positifs, vous l'avez dit, messieurs, 6 buts, 6 buteurs différents, alors qu'on se faisait pas mal de soucis pour le secteur offensif. Ça rassure quand même si c'est l'Islande, il faut toujours quand même le rappeler. Ça rassure surtout Seferovic, quoi. Je pense que de tous les buteurs, c'est celui pour qui c'était le plus important, et c'est un peu paradoxal de dire qu'on est content qu'un attaquant ait marqué. C'est quand même son job, de marquer des goals. Un très beau but en plus. Un très joli but qui est amené par Fabian Scher, qui est venu dans les 16 mètres faire une talonnade incroyable. Enfin bref, mais c'est... Ce qu'il fait, c'est magnifique. Elle est parfaite, elle est parfaite. Ouais. Mais on est vraiment moi je suis très content pour Seferovic. En plus, il reprend un peu de confiance parce qu'il joue un peu plus avec le Benfica cette année. Il a joué en Ligue des Champions et en championnat un match complet. Donc, mais surtout que Seferovic, on le sentait qu'il voulait absolument ce but. Il avait besoin de se débloquer. Il le cherchait, il grattait, il le cherchait. Et il a eu notamment un but annulé sous Ferrer, sur hors-jeu. Et puis après, il a marqué. Franchement, c'est bien. Une action tout en début de match aussi. Lui qui s'était fait siffler par le public de différents stades. Ça remet en confiance, évidemment. On a vu aussi toute l'équipe se réunir autour de lui pour célébrer ce but. Il y a quelque chose de l'ordre du déblocage? Oui, je pense. Et puis Seferovic, le sifflet, ça m'a un peu déplu parce que c'est vraiment quelqu'un qui a toujours travaillé. Un attaquant, on sait que c'est difficile. Du jour au lendemain, vous ne marquez plus, vous ne savez pas pourquoi. Et tout d'un coup, vous en claquez 2 et c'est reparti. Donc, il a eu le même problème que Giroud a eu aussi ce week-end. Et on sent la libération quand l'attaquant, enfin, il remarque. Et d'ailleurs, ça peut enchaîner sur une série. Et actuellement, il y a Yeti qui arrive derrière, mais c'est vrai qu'avant ça, on n'avait pas beaucoup d'autres solutions non plus. Donc, il savait que tout le pays comptait sur lui et que ça ne vient pas, c'est difficile. Et comme je le dis, il a beaucoup travaillé et c'est amplement mérité qu'il marque ce but. Yeti, à qui Seferovic a offert le 5-0 avec une jolie passe. Là aussi, première minute sous le maillot de l'équipe suisse, quoi de mieux que de commencer avec un but, Michael? Non, c'est clair que il ne pouvait pas rêver un meilleur départ. Et en plus, c'est là où il a fait ses premières armes en Super League, même s'il a commencé à Bâle, c'est là où il a acquis un peu d'expérience. Et pour lui, je pense que c'était un joli clin d'œil. Et puis, c'était l'occasion pour lui de vraiment bien commencer. Et la passe de Harris, c'était très, très bien vu de sa part. Parce que, comme on dit, quand tu es un attaquant qui est peut-être en manque de confiance comme ça, peut-être qu'il aurait cherché encore de frapper au but. Il était très altruiste et il a pensé aussi à son coéquipier. Et je trouve que c'est
très classe de sa part et surtout très bien joué. Bah, c'est là qu'on peut voir qu'il y a une bonne cohésion dans l'équipe aussi, quoi, qu'il y a un bon état d'esprit. Ça, je trouve vraiment important pour les prochains matchs à venir, quoi. Et de voir aussi des joueurs qui évoluent quand même dans le championnat suisse, dans l'équipe de Suisse, ça aussi, ça fait du bien à la fierté, non? Non, ça c'est clair. Et de voir un joueur suisse qui joue dans le championnat suisse, en Super League, au FC Bâle, comme le plus gros club de Suisse, pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est clair que c'est rassurant, on a l'impression que ça remonte la qualité de notre championnat de Super League. Bah, moi, je crois surtout que les nouvelles arrivées, elles ont fait du bien. Elles ont insufflé un vent nouveau dans cette équipe, parce que c'est vrai que Petkovic, il ne changeait pas beaucoup. Cette équipe, ça fait longtemps qu'on la connaît, c'est les mêmes joueurs au rassemblement. Et je ne veux pas dire qu'ils se sont endormis, mais ils sont dans leur petit confort. Et de voir deux, trois jeunes arriver et frapper à la porte, et je crois que ça a créé un truc. Et je pense qu'il y avait aussi quand même l'effet, avec toute la polémique qu'il y a eu, il devait se racheter. Parce que je ne suis pas sûr que l'état d'esprit était vraiment à 200%... en Russie. Je ne suis pas certain. Il y avait quand même des trucs internes, il y a des choses qu'on filtrait, d'autres pas, mais je ne suis pas sûr qu'il y avait vraiment cet état d'esprit dans cette équipe. Il faut toujours se méfier parce qu'il y a peut-être un peu de communication là derrière aussi. Alors bon, peut-être que c'est très spontané et quand les joueurs marquent, que tout le monde se félicite, qu'on se prenne dans les bras, etc. Il faut aussi savoir qu'il y a eu cette période un peu crise du côté de l'ASF. Il y a eu cette conférence de presse où tous les joueurs sont venus soutenir l'entraîneur et les différents joueurs principaux et surtout ceux qui étaient engagés dans ce petit scandale de l'aigle bicéphale, mais je veux dire, il faut un peu se méfier aussi de cette image-là. Moi, je trouve que c'est très bon pour la Nati que ça a été fait, mais est-ce que c'était entièrement spontané? On ne peut pas en être complètement sûr non plus, quoi. Moi, je pense que moi, je suis vraiment d'accord avec Vincent, quoi. Je pense que ça, c'était vraiment travaillé avant. Communication, d'aller à la fin vers le public, etc. Évidemment, ça redore le blason. Il faut qu'on montre qu'on est solidaire aux gens, il faut qu'on leur montre cela, ceci. Et puis, je pense que... Mais tout de même, on met Lichtsteiner quand même en tribune en se disant qu'on le sait bien que ça va faire polémiquer de toute évidence. En revanche, le lendemain, il s'entraîne fort. Les observateurs et les médias qui sont sur place voient qu'il veut sa place, qu'il gratte. C'est aussi la manière de le piquer et puis pour lui peut-être de s'illustrer mardi en Angleterre. Bon, je pense qu'il n'a pas forcément besoin d'être piqué. Ça a toujours été un travailleur. Il a toujours travaillé, joué avec sa grinta et qui n'a jamais rien lâché. Je pense qu'il n'a pas forcément besoin, au niveau de son âge maintenant, d'être vraiment piqué. Je pense plutôt qu'il a voulu donner sa chance à d'autres joueurs pour avoir l'occasion de se montrer, en plus en Suisse. Donc je pense que c'était plus dans cette optique-là qu'il y a eu ce changement-là. Mais on a quand même ce début ce nouveau cycle qui commence. Et je pense que c'est important de se poser la question de ces anciens qu'on a gentiment écartés pour certains, un peu moins gentiment pour d'autres. Est-ce que vraiment Lichtsteiner est un titulaire indiscutable en équipe de Suisse? Et moi, je me pose vraiment la question parce qu'il jouait plus énormément avec la Juventus et il joue pas beaucoup plus avec Arsenal, même si c'est dans des grands clubs, des grands noms et qu'il a une carrière extraordinaire et qu'il a défendu les couleurs de l'équipe de Suisse vaillamment, comme l'ont fait Berami, comme l'ont fait Fernandez aussi. Il y a un moment, il faut se poser la question, est-ce que vraiment Lichtsteiner, c'est le titulaire, le latéral droit indiscutable, quoi? Il y a déjà beaucoup de joueurs de cette équipe suisse qui ne jouent pas beaucoup en club. Et ça sur la longueur, c'est quand même, sur le long terme, c'est quand même un problème. Donc, Lichtsteiner ou pas, à un moment, soit il joue capitaine ou pas, il garde sa place. Si derrière il y a plus fort, à un moment, il faut changer. Mais je pense qu'il faut le garder quand même. Je pense qu'il faut être pour l'équipe, pour qu'il encadre les jeunes et tout, même s'il ne joue pas beaucoup. Alors après, c'est la gestion du groupe, du coach. Alors sur les rassemblements qui durent 4-5 jours, une semaine, comme actuellement, ça va. Sur une compétition d'un mois, c'est plus compliqué à gérer. Et ça va être important. Et ça, il n'y a que Petkovic qui le sait. Quel joueur il doit prendre, quelle affinité il doit prendre pour que ce groupe vive bien et pas refaire la même erreur que... Mais ça va être important de beaucoup parler avec, parce que la gestion de l'ego d'un joueur qui jouait beaucoup et qui était titulaire et qui a cette carrière et qui est encore dans un grand club, il faudra trouver les mots pour lui dire, écoute, maintenant tu es un leader du vestiaire, plus charismatique et tu vas pas forcément jouer tous les matchs. Et je sais pas comment est-ce qu'il va gérer ça et vu que rien n'a filtré sur le passage de Lichtsteiner en tribune, on ne sait pas très bien comment ça s'est fait à l'interne. Alors on peut spéculer, en tout cas, mais on l'a il vu, doit se méfier, quoi. Ça a permis à Kevin Mbabou de s'illustrer largement. Il a été remarquable. Je crois que tous les observateurs sont unanimes sur la question. Dans la répartition des tâches, c'était le brassard à Xhaka, Mbabou sur le flanc droit. C'était convaincant, ça, quand même. Ouais, surtout que ça donnait pas mal de confiance à Xhaka. Ouais, ça l'a reboosté, en fait. C'est comme a dit Vincent tout à l'heure, ça l'a mis un peu, ça l'a mis en confiance, surtout qu'il jouait beaucoup de passes en arrière. Il jouait très défensif, maintenant il amène beaucoup plus vers l'avant. Et je pense que le brassard Xhaka lui fait du bien. Il devient le vrai patron du milieu de terrain en l'absence de Berami? C'est celui qui a le plus d'expérience, quoi. Enfin, il doit l'être pour moi. Il doit l'être, mais ça ne veut pas dire qu'il va le devenir. Moi, j'attends de voir. J'aurais plutôt vu Sommer avec le brassard.
Il y a que beaucoup n'aiment pas que ce soit le gardien. C'était peut-être qu'elle aussi voit ça, une c'est forme de complètement stupide, communication parce pour que, dire voilà. on oublie tout ce qui s'est passé cet été, on oublie ces polémiques et on va de l'avant. Moi, j'aime Ouais, pas trop qu'avec les gardiens, quand ils sont. Non, mais ça, beaucoup n'aiment pas, mais voilà. Il y en a qui a levé la Soit Coupe du loin Monde il n'y a et pas d'autres- longtemps, Ouais, ça s'est non, bien mais passé. Mais c'est vrai que c'est un problème aussi, un peu loin de l'arbitre, mais bon, ça c'est voilà. Puis surtout que vraiment, les gardiens, ils ont vraiment un rôle à part, c'est vraiment indépendant, quoi. Donc, on ne peut pas trop les mettre. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Peut-être que je me trompe ou pas, mais en tout cas, je préfère pas quand ils ont le brassard, hein. Au sujet du milieu de terrain, encore, il y a Fabien qui nous a envoyé une question justement sur nos réseaux sociaux sur lesquels vous intervenez à tout moment. On est en direct, il est 19h15 précisément, en ce lundi soir, qui nous demande, Fabien, si Zakaria vous a convaincu dans ce rôle. Est-ce qu'il va pouvoir ou non, à votre sens, remplacer Berami? Je pense que c'est un peu tôt pour pouvoir juger. Je pense qu'il va falloir voir un peu lors des grands matchs parce que Berami a prouvé dans la durée. Il a fait pratiquement 15 ans tout le temps pratiquement titulaire à ce poste. Il a beaucoup apporté sa rage. Il a aussi amené sa cohésion de groupe. Et c'est un leader vraiment à la fois sur le terrain et je pense dans le vestiaire. Donc attendons de voir. C'est vrai qu'il a fait des bons débuts et puis que c'est de bon augure pour la suite. Mais après, de là à dire qu'il a directement remplacé ou fait oublier, je pense que c'est un peu trop tôt pour pouvoir juger. En tout cas, ce premier mon point de vue. but, ça met en confiance, évidemment, sous Ça, c'est sûr. l'équipe de Suisse. Peut-être sur la performance de Zakaria? Quelqu'un d'autre? Moi, je le trouve excellent. Vraiment, mais comme on l'a dit, on va relativiser toujours parce que c'était face à l'Islande. Il faut vraiment voir dans les matchs qui vont venir maintenant face à l'Angleterre, la Belgique, ça va être quand même une autre histoire. Je pense que c'est là où on va voir sa véritable qualité. Et comme Michael l'a dit, hein, Berami, c'était le guerrier de cette équipe. Est-ce que Zakaria a déjà l'expérience, la bouteille pour être celui qui va faire cette lutte au milieu de terrain? À voir, quoi. Mais dans ce match-là, il y a, je veux dire, il y a un but qui va amener, où il va se centrer, il fait une course de 80 mètres, on est à passer la 70e minute, quoi. Donc physiquement, c'est sûr qu'il aura cet impact. Après, il faut voir comment il va l'amener dans le jeu, dans le duel, quoi. Avant de parler peut-être un petit peu plus précisément du rôle de Petkovic et de son bilan, je voudrais vous entendre encore au sujet de Shaqiri en numéro 10, qui retrouve cette position qui est quand même un petit peu plus naturelle pour lui, dans laquelle il s'est bien illustré lui aussi ce samedi. Oui, pour moi, alors j'attendais ce repositionnement. Je pense que là, il peut apporter quelque chose à cette équipe de Suisse. Je reviens sur le match de la Suède, mais il n'y a pas que celui-là, il y en avait d'autres. Mais le match de la Suède, c'était flagrant. Il nous a servi en gros à rien sur le côté. Il nous a pas amené de centre. Il n'a pas éliminé d'adversaire pour créer un surnombre. Il n'a rien tenté. Donc je préfère le voir dans le cœur du jeu où là, il sera obligé de créer et de tenter. Je pense qu'il a pas mal fait l'unanimité dans ce secteur-là, en cette place de numéro 10. En revanche, il y en a un qui n'a pas tellement fait l'unanimité ces derniers temps. En début de match, on a vu d'ailleurs une banderole très furtivement dans le Kibun Park qui disait « Petkovic raus, dehors Petkovic », qui a été rapidement retiré. Est-ce qu'il fallait, selon vous, messieurs, changer d'entraîneur cet été? Difficile à dire. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé à l'interne. Après, il y a eu très peu de communication suite à ce sujet, j'ai trouvé, parce que déjà... On ne saura jamais vraiment. Voilà, on ne saura pas vraiment ce qui s'est passé. Déjà, il y a eu, après cette polémique qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu beaucoup trop de temps qui s'est écoulé entre des décisions qui ont été faites. Tout d'un coup, il y a eu des licenciements qu'on ne sait pas vraiment ou des gens qui démissionnent, on ne sait pas vraiment les raisons. Donc après, voilà, ça, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Après, jusque-là, hormis le dernier match contre la Suède, je pense qu'il a fait du très bon travail. Le groupe le suivait, le groupe était derrière lui, on sentait vraiment ça. Après, je pense que sur le dernier match, comme avant a dit Claude, ce qui est rageant dans cette Coupe du Monde, c'est que je pense qu'il a manqué vraiment un état d'esprit. Je pense qu'il n'y a pas eu ce côté de vraiment tout vouloir donner pour passer puis renverser. Parce que la Suède, OK, est une équipe qui a, je pense, la valeur intrinsèque de chaque joueur moins forte que la Suisse. Mais je pense que l'état d'esprit était beaucoup plus présent. On peut avoir des regrets, Exactement. évidemment. Cette Donc après... victoire fleuve, ça fait peut-être du bien quand même aussi à Petkovic pour asseoir. Vous disiez, il a fait quand même un joli parcours. On va juste peut-être regarder ce tableau ensemble, messieurs, sur son bilan précisément de Petkovic, qui est à la tête de l'équipe de Suisse depuis 4 ans. Un bilan tout de même positif avec 60% de victoires, 45 matchs, 27 victoires, 9 nuls, 9 défaites. Une participation à l'Euro 2016, rappelons-le, tout de même une Coupe du Monde, la dernière en date. C'est quand même pas un bilan dégueulasse, j'ai envie de dire. Non, mais franchement, déjà, la Suisse est comme un petit pays, il faut qu'on se rappelle. 9 défaites, c'est pas grand-chose sur 45 matchs. Je trouve franchement bravo à lui, même s'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément fans de Petkovic. Mais je pense qu'avec la continuité, il va faire du bon travail. Et c'est comme ça que les résultats viennent aussi. Hein. Moi, je pense aussi que c'est une marque de caractère de ne pas démissionner quand il y a tout qui coule à flot. Il y a tout le monde qui sautait du bateau, on va dire. Et lui, c'est le capitaine, c'est la figure de l'équipe suisse. Et je pense que le fait qu'il tienne bon... C'est la baraque, quoi. Exactement. Et puis qu'après,
Et après, qui reste dans sa cohésion de groupe, il a fait peut-être certains changements, mais qui reste au poste, je pense qu'à l'interne, il y a dû y avoir beaucoup de discussions qui ont dû être faites, et c'est pour ça qu'après, les joueurs ont été autant soudés. Alors peut-être c'était plus un esprit de communication comme ça, ce qui s'est passé à la fin du match, mais je pense qu'au final, le groupe est là. Donc, je pense et au final, il s'est quand même exprimé devant les télévisions, Petkovic, chose qu'il n'avait pas tellement faite pendant la Coupe du Monde. Il avait été traité un petit peu d'arrogant. On va quand même regarder. C'est plus facile après le 6-0. Oui, alors évidemment que quand on gagne 6-0, grand sourire accroché sur le visage, ça fonctionne bien. Quoique Petko, je ne sais pas s'il sourit tellement. Mais on va quand même regarder le bilan de son prédécesseur, qui lui avait été encensé pendant tout le temps qu'il avait été à la tête de l'équipe de Suisse. C'est évidemment Ottmar Hitzfeld, 6 ans à la tête de la Nati. Un taux de victoire seulement de 49%, avec 2 participations évidemment à la Coupe du Monde en 2010 et en 2014. Comment est-ce qu'on explique cette différence de traitement, j'ai envie de dire, entre le public, entre les médias et les entraîneurs? C'est une question, selon vous, de caractère plus que de résultats? Honnêtement, Hitzfeld, c'était un nom quand il est arrivé à la tête de l'équipe de Suisse. C'était quelqu'un d'extrêmement connu dans le football mondial, alors que Petkovic peut-être un peu moins. C'est peut-être pour ça aussi qu'on avait une petite appréhension après Ottmar Hitzfeld, l'ASF qui nomme Petkovic. On peut se poser des questions en se disant, OK, est-ce qu'il a la qualité, le parcours, l'expérience pour mener notre équipe suisse qui était vraiment bonne à l'époque. On pouvait être que satisfait des performances de l'équipe de Suisse. Et puis là, il a des stats qui sont encore meilleurs, Petko. Alors c'est possible aussi que le groupe équipe soit meilleur. On a des joueurs d'énorme qualité maintenant pour le petit pays qu'on est. Ouais, complètement. Et puis on a une équipe qui peut arriver en quart de finale de la Coupe du Monde. Il ne faut quand même pas oublier, on est la Suisse, quoi. Enfin, c'est les 8 meilleures équipes du monde. Surtout que la formation suisse, elle a quand même beaucoup évolué ces dernières années. Et c'est clair qu'auparavant, quand il y avait Hitzfeld, la formation suisse n'était pas encore au top du top. Maintenant, chaque année, ils sortent des joueurs, ils les vendent à l'étranger. Et je trouve qu'elle a fait beaucoup de progrès, quoi. Mais l'équipe de Suisse, excuse-moi, ils ont progressé aussi avec Petkovic, parce qu'on se rappelle, à l'Euro 2016, ils ont passé par un trou de souris contre la Slovénie, là, dans les arrêts de jeu, et c'était vraiment pas très bon. Et derrière, cette équipe, moi, effectivement, je l'ai vu progresser. À chaque fois, on reste un peu sur notre fin en fin de compétition, mais cette équipe, elle a progressé. Je pense qu'il a fait du bon boulot. Je pense qu'il n'est pas beaucoup aidé par sa fédération. Il n'a pas été, notamment dans la communication, mais je pense d'aller dans la continuité et pas tout changer et tout recommencer. C'est l'avenir qui dira si c'était juste ou pas. Bon, on va voir justement la réaction des médias après cette victoire fleuve. Vincent Rigolet, puisque vous avez épluché pour nous la presse. Qu'est-ce que vous en avez retenu? On va le découvrir tout de suite. Eh bien, c'est une presse suisse et internationale élogieuse qu'on a pu lire suite à la victoire des hommes de Petkovic face à l'Islande. En même temps, difficile de faire autrement. Au vu du score, on a eu droit à une jolie gradation en démonstration. Selon l'équipe, la Suisse surclasse l'Islande pour Eurosport. Sur le site du Matin, elle l'a dynamité selon Tim Guillemin. Et encore plus fort dans le Nouvelliste où la Suisse atomise l'Islande. Enfin, dans 20 minutes, on a pu lire les excuses du nouveau sélectionneur islandais qui n'a pas su amener ses joueurs à croire en eux. Et enfin, un petit tour par Twitter pour y voir Gelson Fernandez, notre parrain, qui félicite ses anciens coéquipiers. Si vous tapez grande classe sur Internet, il paraît que Gelson Fernandez apparaît. Ouais, ça m'étonne pas. Il y a eu des banderoles quand même aussi au Kibun Park pour dire merci à Gelson et à Bannon. Vous irez vérifier vous-même. Ça devrait, ça va arriver, j'en suis sûre, après cette soirée de match après match. Un mot quand même au sujet de cette nouvelle compétition qui est la Ligue des Nations. On n'y comprenait pas grand-chose, je ne suis pas sûre que tout soit très clair pour tout le monde. Alors c'est une nouvelle compétition européenne qui se passe, vous l'aurez compris, quand il n'y a pas d'Euro ni de Coupe du Monde. Ce qui nous occupe bien, ce qui va faire encore plus de chicanes de couple dans les chaumières où tout le monde n'est pas passionné de football. Elle comprend les 55 équipes de l'UEFA, séparées en 4 ligues décroissantes selon leurs coefficients. Je ne vous fais pas de calcul de pharmacie, mais quand même, la Suisse est dans la Ligue A avec les 11 meilleurs. Et dans cette ligue, 4 groupes de 3 qui ont été tirés au sort. La Suisse qui se retrouve donc avec l'Islande et la Belgique. Le but, c'est bien sûr de remplacer des matchs amicaux par des matchs avec un petit peu plus d'enjeux et puis de permettre à des plus petites nations de décrocher un ticket pour les plus grandes compétitions. Est-ce que ça vous convainc, messieurs?
Bah, moi, je viens de comprendre. C'est vrai, vous avez compris. Je viens de comprendre. Je suis tellement heureuse d'avoir réussi à vous expliquer de manière claire. J'espère que vous aussi, vous avez compris, chers téléspectateurs, parce que c'est vrai que c'est pas simple. Non, c'est Et pas encore, j'ai passé le fait de relégation, de promotion dans les différentes ligues, enfin tout ça, on Mais il y en a toujours parlera des matchs après. amicaux, hein, puisque Et entre Suisse va jouer oui. un match amical Voilà. entre deux. Contre l'Angleterre, mais quelques. Non, mais sérieusement, je crois qu'il faut laisser le temps à cette compétition. Il faut laisser 1, 2, 3 éditions pour qu'on comprenne un peu le système et l'importance, voir si auprès du public ça fonctionne, auprès des équipes si elles jouent le jeu. Il faut laisser le temps. Tout ce qui est nouveau, souvent on est un petit peu craintif, on dit qu'est-ce que c'est que ça. Et ben pourquoi pas, mais je crois qu'on ne peut pas juger. Là, ça vient de commencer. En tout cas, ce qui est Faut sûr, se c'est que laisser ça un peu nous de temps. offre des belles affiches européennes et c'est plutôt chouette de voir ces France. Alors, les résultats sur le terrain, c'est pas toujours génial, mais en l'occurrence, les affiches sont plutôt intéressantes. Les France-Allemagne, Mais est-ce qu'on risque pas à la longue de se... Sans vie, quoi. Est-ce que ça risque pas de nous lasser? Bah, moi, je pense que ça met un peu de piment. Quoi. C'est mieux, moi, je préfère voir un match comme ça que de voir un match amical quoi, chaque semaine ou autre. Quoi. Ça donne envie de voir les matchs. Puis il y a des belles rencontres, comme dit Vincent, puis je trouve nettement plus intéressant. Quoi. Bon, il y a eu des petits soucis, par exemple, avec le Danemark, où c'était un peu plus compliqué pour pouvoir faire leur... Oui, il a manqué pas mal de joueurs. Hein. Ouais. Donc là, c'est un peu plus compliqué de jouer le jeu, mais non, je pense que cette compétition elle ramène un peu, comme il a dit Dylan, un peu de piment dans ces matchs où il n'y a pas vraiment d'enjeu. C'est l'occasion peut-être aussi pour la Suisse de se mesurer à des adversaires d'étoffe un petit peu plus intéressantes. On a vu avec l'Islande. Oui, non, mais bon, la Belgique. Non, mais la Belgique, ça sera justement, je pense, un gros test pour la Suisse pour voir justement, parce que la Belgique, ils ont aussi une équipe qui est vraiment costaud. Je pense qu'ils ont aussi beaucoup de jeunes joueurs qui, je dirais, encore meilleurs que la Suisse, mais c'est un peu la même image que j'ai par rapport aux jeunes Suisses qui sont montés parce que la formation suisse était très, très bonne. Et maintenant, il y a aussi les Belges, c'est une grande mode aujourd'hui. Il y a beaucoup qui jouent en Angleterre et on va voir là. Et l'Angleterre, justement, qui arrive déjà demain soir avec ce match amical. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce que la Suisse va montrer deux visages par rapport à samedi? Ah, rien, puis c'est un match amical. Parce qu'avec les matchs, il n'y a plus d'intérêt, donc on va plus jouer. Sérieusement, on va laisser tomber. Vous pensez vraiment que des Shaqiri, des Lichtsteiner qui évoluent en Angleterre vont laisser tomber? Non, mais pour moi, les matchs internationaux, déjà même amicaux ou de préparation, ils ont toujours un intérêt. Et puis les grandes nations jouent entre elles, les nations, ça existait déjà avant. Les faites nations de l'ironie, moyennes Claude Grosse. jouaient déjà. J'ai l'habitude. J'avais plus l'habitude de De l'autre. prendre des jaunes et Dylan Stadelman plus des rouges. Ah non. Seulement un dans la carrière, je crois. Non, je pense que on verra par la suite, parce qu'on est toujours un peu craintif, mais on verra s'il y aura beaucoup de changements. Après, c'est clair que pour le joueur en lui-même, match amical ou pas, je pense qu'il s'en tape parce qu'il doit quand même montrer ses qualités s'il veut être sélectionné pour le prochain match. Donc je pense que l'envie sera toujours à 100%, donc on aura un bon match. Après, il faut voir Là, il y a plus de 3 changements. changements. Ça veut dire que par rapport à des matchs amicaux, il n'y a que 3 permutations. Donc le joueur qui veut montrer, il y en a forcément moins qui veulent montrer. Alors heureusement qu'il y a encore quelques matchs amicaux entre deux pour pouvoir faire du changement ou faire des essais. Sinon, on ne peut plus faire d'essais. C'est clair. On est obligé de faire des petits matchs Des matchs internes. voilà, à huis clos pendant l'entraînement. Voilà. Bon, messieurs, vous parliez tout à l'heure, Michael, de l'équipe du Danemark qui a été en grande difficulté. Eh bien, justement, on va marquer une courte pause pour en parler avec celui qui est indispensable dans le vestiaire à l'heure de la mi-temps, c'est le coupeur de citron. Hey! Cette semaine, il y a les matchs internationaux. Alors, il y a plusieurs stars de la sélection danoise qui ont refusé de jouer avec leur équipe nationale pour des raisons de litige contractuel, je crois. Du coup, la sélection est composée de 15 joueurs de 3e division danoise. Il y a 4 joueurs de 4e division. Et 5 joueurs de futsal. Et vous imaginez la théorie de match? Bon alors, Jorgensen, il va jouer jusqu'à la mi-temps parce qu'après il doit partir, il a les pompiers. Bon, Dixon, il a un anniversaire, ça. Du coup, il est pas très frais. On le garde pour les 5 dernières au cas où. Alors, Krickenson, il va arriver juste pendant la mi-temps, parce qu'il m'a téléphoné, il est en train de semer le maïs. Mais ça veut déjà aller, les gars, hein. On tire tous à la même corde. Puis c'est Larsson qui paye la caisse de bière après le match. Parce qu'il a pris un jaune la semaine passée, nouveau. C'est tellement fou, cette histoire, que même moi, maintenant, je me suis préparé à l'éventualité d'un appel de Petkovic. J'attends que mon téléphone sonne. Et vous imaginez les commentaires du match. Ouais, alors Jérémy Kroza va faire son entrée en jeu à la place d'Aris Seferovic. Visiblement, le sélectionneur de la Native va mettre du poids en attaque. Ouais, je crois qu'il n'est pas au meilleur de sa forme, celui qu'on appelle El Panacota en 5e ligue. Il était pourtant annoncé cet été en partance pour la 2 du FC Coumain, mais je crois que les deux parties n'ont
pas réussi à se mettre d'accord. Oui, le jeune prodige de la bois fribourgeoise aurait décidé de mettre sa carrière entre parenthèses. Mais à la surprise générale, Petkovic a tenté un coup de poker en le sélectionnant pour ce match contre l'Islande. Ouais, bah quoi, on a le droit de rêver. La suite de match après match en direct. Merci d'être avec nous. Ça papote et ça rigole sur le plateau. Pendant la publicité, ça profite évidemment. On est toujours en compagnie de nos invités, Michael Fakiletti et Dylan Stadelman. Et puis pour la rédaction de Téléclub, Vincent Rigolet et Claude Grosse, notre consultant de maison. Évidemment, on s'est attardé largement sur la performance de la Nati samedi du côté du Kibun Park face à l'Islande. On va maintenant s'attaquer à notre deuxième thème. Et pour cela, on part dans le sud, dans la boîte. Pour vous rappeler que Cristiano Ronaldo a tiré 27 fois au but depuis le début de la saison de Serie A sans jamais trouver le chemin des filets. Dans ses 3 premiers matchs, c'était évidemment contre le Chievo, la Lazio et Parme. 3 matchs qui ont tout de même été gagnés par la Juventus. Alors, messieurs, c'est quoi le problème avec Cristiano ? Qu'est passo, Cristiano? C'est aussi c'est un nouveau championnat pour lui, quoi. Un nouveau pays. Je pense qu'il faut lui laisser le temps un peu. Après, je pense que là, il insiste un peu trop. Il veut trop tirer au but. Et des fois, quand on veut trop, ben, ça rentre pas. Ouais. Il faut qu'il soit un peu plus patient. Je sais pas, Claude. Est-ce que le meilleur joueur du monde a besoin encore de trouver les automatismes avec sa nouvelle équipe? Bien sûr, c'est un championnat qui est complètement différent, c'est une équipe qui est forcément différente, donc bien sûr, il n'y a que 3 matchs. Et on s'alarme déjà. L'année passée, bon, il revenait de blessure, mais il a mis 8 matchs, 9 matchs pour marquer son premier but à Madrid. Donc il faut rester calme, mais... Alors c'est clair qu'il joue un peu plus sur le côté à Turin et je pense qu'à Madrid il était repositionné. Non mais il avait mis 8 matchs, mais c'était son 4e. Il avait été blessé mais c'était le 4e. Ça veut dire que là ça fait que 3, on s'alarme pas alors. Bah, pour moi non, mais alors moi je m'alarme plus sur son repositionnement, quoi. Il laisse plus sur le côté qu'à Madrid bien sûr qu'il rentre, mais à Madrid c'est clairement qu'il était positionné au départ sur le côté gauche, mais il rentrait, il laissait le couloir Marcelo et c'est même Benzema qui venait derrière lui, donc et son départ, bah, comme par hasard Benzema remarque des buts, donc il faut laisser le temps au temps. Je veux dire c'est le plus grand joueur. On fera le... Non Attention, Mickaël. Non. Mickaël n'est pas d'accord. Je pense qu'il y a un petit à Barcelone avec un numéro 10. Moi, je suis... Bon, c'est 2 styles différents. On peut discuter, on pourrait parler du Ballon d'Or, qui ça sera. Non, mais... il est dans les meilleurs joueurs du monde et je pense que l'attaquer après 3 matchs, là-dessus, c'est évident, on est tous d'accord. Il avait dit une fois en 2010, Cristiano Ronaldo, alors que ça faisait longtemps qu'il n'avait plus marqué avec le Portugal, que les buts c'était comme le ketchup, quand ça commençait, il y avait tout qui venait à la fois. Vous êtes d'accord? C'est pas faux. Surtout pour la confiance. Une fois que tu marques, la confiance elle est là, puis t'hésites plus. Mais surtout que là, comme tu as dit, Elodie, il tire comme pas mal au but, il met comme la pression sur l'équipe adverse, sur le gardien, donc il fait comme du bien, même s'il marque pas. Il fait comme du bien à l'équipe. Non, mais il attire déjà toute une défense à lui tout seul. C'est ça. À chaque fois qu'il a la balle, il y a deux défenseurs qui viennent dessus, donc forcément il y a un peu de place pour les autres. Et le gardien qui ne regarde que lui. Il sait un peu sa valeur et son expérience et en plus sa qualité devant le but. Donc je pense qu'à lui tout seul, les quatre défenseurs vont être focalisés sur lui. Bon, à Madrid, c'était le cas aussi. Oui, mais ça laissait de la place pour les autres pour marquer justement. Mais là, c'est lui qui mettait le plus quand même. Chaque adversaire, c'est un nouvel adversaire, c'est ça. Ça attire aussi plus le regard. Tout le monde va regarder lui en attendant quand c'est qu'il va marquer. Donc, dans chaque stade, quand quelqu'un lui prend le ballon, le stade, tout le monde est hyper heureux de voir on a pris le ballon à Ronaldo. Ça galvanise les défenseurs de prendre un ballon à Ronaldo. Ce que vous pensez, c'est que là, il est en Serie A et la tactique en Serie A elle est nettement plus élevée Au niveau défensif, c'est clair. Qu'en Espagne. Donc pour lui, il aura, je pense, beaucoup plus de difficultés à marquer en Serie A qu'en Espagne. C'est vrai, il y a un ancien de ses coéquipiers, je crois, qui a déclaré ça aujourd'hui. Ce sera impossible pour lui d'arriver à la 40aine de buts marqués, toutes compétitions comprises, avec la qualité qu'on connaît des défenses italiennes, plus resserrées. Vous pensez ça aussi? Je vois faire des gros yeux, Michael. Avec Ronaldo, moi je pense qu'il est capable, sans problème. Capable, il est, mais je pense que les défenseurs, c'est ce qu'a dit aussi Dylan, qui est très juste. Je pense que les défenses italiennes, c'est pas les défenses espagnoles qui sont plus portées vers le beau jeu, l'offensive. On sait les qualités qu'ils ont en Italie, l'importance de la tactique dans ce championnat, et qui misent aussi beaucoup sur l'expérience. Donc je pense que c'est clair que les espaces seront beaucoup plus restreints pour lui. Mais après, je pense que son quota de but, il va de toute façon y arriver.
c'est juste une question de temps. Non, attendez l'arrivée de la Ligue des Champions, quoi. Parce que dès que la Ligue des Champions va commencer, il va se réveiller. Hein. L'année passée, c'est 15 buts en Ligue des Champions, Ronaldo, quoi. C'est de la folie. Une machine, quoi. Est-ce qu'il ne serait pas un petit peu vexé de ne pas justement avoir été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions? Ça peut rester en travers de la gauche quand on est un joueur comme ça flamboyant. Bah, surtout lui, quoi. Surtout que lui, il veut tout gagner, il veut gagner tous les titres. Et le moindre titre qu'il n'a pas, mais il est frustré et ça se ressent après, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, il tire beaucoup, parce qu'il veut montrer qu'il est toujours là. Et on verra bien par la suite. Bon, c'est peut-être avec cet ego-là qu'il est devenu le joueur qu'il est, quoi. Bien sûr, il y a aussi, moi, de ce que j'ai entendu des gens qui le connaissent plus personnellement, c'est vrai que c'est aussi vraiment une machine de travail. Complètement. C'est vrai que, par exemple, on m'a sorti une anecdote qu'après un match de Ligue des Champions, qui sont arrivés à 2-3 heures du matin à Madrid, il allait encore faire les soins au stade avant de rentrer à la maison alors qu'il y avait sa femme qui l'attendait. Donc c'est vrai que Ferguson, il a dit aussi, il a vu des centaines de joueurs passer, Ferguson et des stars. Il a dit, j'ai jamais vu un joueur autant professionnel que lui, quoi. Donc, mais tous ses coéquipiers à la Juventus, ils l'ont dit. C'est le premier qui arrive au vestiaire et c'est le dernier qui part. Toujours. Et au Real, c'était le cas. C'est vrai que- C'est qui au FC Toon? Non, ça dépend, je dirais. Il n'y en a pas un particulièrement en disant tout le monde est un peu... Non, je pense qu'il y a un peu. Il y a Toi, un groupe. Mika Bon, du coup, on s'est un petit peu amusé à regarder dans les saisons précédentes quand est-ce que Cristiano marquait, parce que ça fait quand même la une de tous les journaux d'Europe et du monde. Alors voilà, on découvre à quel match Cristiano Ronaldo a marqué il y a 5 ans, lors de sa 3e saison quand même avec le Real. Il avait trouvé le chemin des filets lors du 3e match. 2014, il avait marqué d'entrée. Il avait à nouveau attendu son 3e match pour marquer la saison suivante. En 2016, premier match, premier but. Et puis la saison dernière, 4e rencontre pour faire trembler les filets. Il n'y a franchement pas de quoi faire un psychodrame, mais on va quand même tenir compte de son âge. Est-ce qu'il ne serait pas un petit peu trop vieux? Il n'a pas pris 10 ans en 2 mois. En 2 mois, il allait pas mal et là, il va plus. La saison dernière, il met 4 matchs en championnat pour marquer, mais il met 12 minutes en fait. Parce que dès qu'il a repris en Ligue des Champions, il a marqué contre l'Apoel Nicosie après 12 minutes. Il a mis un doublé en plus dans ce match. Donc non, mais il n'y a aucun souci à se faire. Puis même avec son hygiène de vie, je pense qu'il peut jouer encore jusqu'à 40 ans, quoi. Et déjà en plus, l'Italie est un championnat qui est peut-être réputé tactiquement, mais les joueurs, je pense au niveau, si on regarde par rapport aux autres championnats, il y a beaucoup plus de joueurs qui finissent à 36, 37, 38 ans dans le championnat italien que dans les autres championnats. Comment ça s'explique? Je pense qu'ils misent beaucoup plus sur l'expérience. Déjà, à 25 ans, tu es encore un jeune en Italie pour eux. Et En Suisse, t'es en vieux, quoi. voilà, voilà, c'est un peu la différence que tu as. Je sais, on m'a dit. C'est dur. Non, c'est dur. Carton jaune parce qu'on est tous plus âgés que vous déjà. Hein. Non, mais peut-être pour expliquer, je fais l'avocat du diable de Cristiano Ronaldo, peut-être pour expliquer ce transfert aussi à 100 millions, est-ce que sur un joueur, certes autant professionnel, ça peut mettre une certaine forme de pression, il est très attendu, très 100 millions, observé? c'est rien pour Ronaldo. Non, parce que je Neymar, pense que- c'était plus que ça, quoi. Plutôt, je pense que lui, ce serait peut-être une déception de se dire qu'il a été vendu que 100 C'est millions. exactement ça. Donc, Je pense pour lui, c'est je pas pense que c'est pas du tout grand-chose, une quoi. pression, loin de là. Hein. Claude, 100 millions pour Cristiano Ronaldo à la Juve à 33 ans, c'est le bon prix? Bah, c'est pas cher quand on. Attention, Non, mais quand on c'est pas voit cher les par rapport à transferts, ce qui se passe. quand Parce on que pour voit moi, ce qui c'est se passe. complètement Non, au n'importe Mans, quoi. vous n'avez pas connu non, ça. pas tout à On fait. s'imagine. Mais voilà, pour moi, c'est des sommes déjà qui n'ont rien à faire là. Mais c'est vrai, pour le joueur qu'il est encore aujourd'hui, candidat peut-être au Ballon d'Or, 100 millions, par les temps qui courent. Quand on voit des gardiens vendus peanuts. 60 millions, 80 millions, non, mais honnêtement, 100 millions pour Ronaldo, c'est pas grand-chose. Après, on peut comprendre qu'il ait envie de marquer parce que c'est une nouvelle équipe et puis qu'il a envie de montrer à ses supporters ou à ses coéquipiers qu'il est là Bien sûr. pour porter l'équipe et pour jouer le rôle qu'il avait dans ses anciens clubs, c'est-à-dire le gars qui porte l'attaque, le joueur qui marque, quoi. Mais 100 millions, moi, je trouve que c'est rien pour le joueur parce qu'en plus de ça, d'accord. je suis désolé de parler comme ça, mais c'est une machine à sous. Ils vendent tellement de maillots, l'aspect marketing. Vous avez déjà le vôtre? Non. Non, mais. Plus le 10 de l'autre, Non, mais ce que j'avais entendu, même pas après une semaine, il y avait plus Il y de avait plus de maillots. 7 ou 8 millions de Non, demandes. c'était rupture de stock. Rupture de stock Rupture de absolue de stock, maillots. c'est des demandes jusqu'à 7 à 8 millions de Non. maillots. Donc on a fait qu'à faire le calcul. Le maillot est vendu à, je pense, 115 euros. Donc, Bénéfice. Un Voilà. maillot vendu toutes les 2 minutes encore maintenant me souffle-t-on dans l'oreillette. Merci d'ailleurs. Un maillot toutes les 2 et en minutes. plus, ils ont augmenté le D'accord. prix des entrées au stade Ouais, bah, bien parce sûr. que là, Ronaldo qui est venu Voilà, là. quand Neymar est arrivé au PSG, ils ont aussi fait tout un plan
marketing autour Justement. et pour Plus capitaliser là-dessus. 30% Plus quand les même, droits c'est un peu TV dur, qui ont augmenté. Là, ils ont déjà Mais c'est eu ça. le retour Mais sur c'est que investissement. Et même s'ils gagné. dépensent 100 millions, ils vont les récupéré. récupérer en quelques mois. Donc, J'en profite pour faire un petit placement de produit, puisque la Serie A est à suivre sur Téléclub avec des studios, évidemment, tous les dimanches soirs. Sinon, Non. Moi, bien sûr. Ah, d'accord. non mais Claude, vous n'êtes pas très fan de Serie A, mais c'est vrai que d'avoir Cristiano Ronaldo dans ce championnat, ça attire tous les regards. C'est évidemment une plus-value aussi pour l'ensemble du championnat et du pays. Oui, non, mais bien sûr, mais la Juventus n'avait pas non plus besoin de Ronaldo pour attirer la lumière. C'est clair que c'est un plus pour le championnat. Pour la Ligue des transfert, il C'est arrive. ça, la volonté de la Juve, c'est ce pour transfert. gagner la Ligue des Champions. Mais bien sûr, mais ce transfert, il vient de nulle part. C'est vrai que c'était incroyable, et aussi bien pour la Serie A, qui reste un des grands championnats. Mais c'est vrai que, moi, j'attends de voir. Je ne suis pas inquiet pour lui, je ne suis pas inquiet plus que ça pour la Juventus. Il faut faire le point à Noël, parce que là, c'est un peu tôt. C'est un après-Coupe du Monde, il y a des préparations qui sont faites plus tard. Il faut être prudent, et surtout quand on parle de Ronaldo. Pour la saison de championnat, vous voyez la Juve avec 3 matchs, 9 points. Ne nous emballons pas, encore une fois, ce ne sont que 3 matchs. Mais vous les voyez faire cavalier seul? Bien sûr. Ouais, je vois pas qui peut. Il y a aucune... Pas de détracteurs cette saison. Non, il n'y en a aucune. Bon, d'un autre côté, les clubs ne veulent pas non plus se mettre trop en avant vis-à-vis de ça. On dit, ça leur va très bien qu'il y ait un vrai favori. Totti l'a dit dans la presse, il y a 2 championnats, il y a la Juve et puis il y a les autres derrière dont on fait partie. Voilà, eux, ils se disent qu'ils vont faire un championnat à part. Ça va être entre Milan, la Rome, Naples et la Lazio. Je pense que c'est ces équipes qui vont... Mais c'est aussi un plan de l'Inter. communication de dire ça, peut-être. Ouais, non, mais je pense que c'est plus une Bah, c'est réalité. vraiment- Je pense que c'est vraiment une réalité. Quand on regarde l'effectif de la Juventus comparé aux autres équipes, il n'y a pas photo. Ils ont une équipe qui est 2 fois supérieure aux autres équipes du L'Inter, championnat. peut-être, l'antagoniste de la Juve? Non. Avec leur début, ça va être compliqué. Hein. Ils ont quand même perdu contre Sassuolo 1-0. Non, moi je pense pas... que vraiment, mais il n'y a qu'à voir déjà comme ils sont partis de la Juve. Les autres années, la Juve avait un peu de peine à bien démarrer, puis Naples avait démarré en trompe. Là, Naples commence pas forcément bien, et la Juve, ils ont déjà trouvé leur rythme de croisière. On verra Je bien. pense vraiment. Le prochain match, je crois qu'ils jouent contre Sassuolo, Sassuolo. Juventus. Donc là, bon, ça va, ils vont gentiment prendre. c'est le premier contre le deuxième d'ailleurs. Ouais, mais voilà. Donc c'est étonnant. Non, mais c'est vrai, Sassuolo a gagné ces 2 matchs. Ça fait 6 points, comme on dit. Mais il faudra tourner parce qu'il va y avoir la Champions League entre deux. Premier match face à Valence avec un objectif assumé et confirmé de la part de la Juventus. On veut cette année gagner le trophée avec l'activation de l'achat de Douglas Costa, la prolongation de Pjanic, le retour de Bonucci. On est quand même bien parti pour la rapporter, cette coupe. Non, ils sont clairement à Turin. candidats au titre, je pense. En plus, avec l'apport de Ronaldo, qui connaît très bien la compétition, que pratiquement chaque année, il a son quota de 10-12 buts par saison en Champions League. Je pense qu'ils sont clairement candidats. Après, le championnat, en plus, ils peuvent tourner parce qu'ils ont vraiment l'effectif pour justement se permettre de mettre les joueurs top. On va dire top, ce serait manquer de respect au reste du groupe, mais tous les autres, tous les remplaçants qui sont, ils jouent tous dans les meilleures équipes d'Italie aussi. Donc, Dybala, par exemple, qui ne joue pas à la Juve, c'est un problème? un problème, je pense pas, mais je pense qu'un joueur comme ça devrait trouver sa place sur le terrain. Il a une telle qualité que ça pourrait être un très bon donneur de ballon pour Pauvre Dybala qui Cristiano. était déjà écarté avec l'Argentine et puis qui en plus maintenant se retrouve sur le banc à la Juve, c'est dur pour lui, parce que c'est quand même un excellent joueur. un excellent joueur. C'est vraiment un des plus grands joueurs. Quoi. Bon, Cristiano qui permet quand même, en attendant, à ses coéquipiers de marquer des buts. Et ça, quand on est en attaque avec Cristiano à côté, on se dit c'est pas mal, non? Que ce soit les autres joueurs qui marquent, c'est ça? Que les défenseurs soient attirés ouais. par Ronaldo pour... Mais on l'a dit avant, il attire tous les regards, donc évidemment ça fait de la place. Ça Ouais. libère de la place pour les autres et c'est bien aussi pour un autre attaquant, en fait. Est-ce que c'est bien pour eBay, par contre? Pour eBay qui reçoit la Juve, quand même. Non, pardon, eBay qui se déplace à Turin, ce sera le 2 C'est octobre. complètement génial. C'est pour magnifique. eBay. Bon, par contre, au niveau sportif, c'est compliqué, quoi, mais c'est... Sportivement, c'est compliqué, mais je pense que pour Ils peuvent que l'expérience... progresser, c'est bien Exactement, de jouer comme ça. Pourquoi peut-être ils savent qu'ils n'ont rien à perdre. Ils savent Première qu'ils Ligue ont des Champions, rien à et perdre, la et en Juve, plus, ils peuvent chopent que un progresser, groupe... ouais. Mais le plus gros adversaire que vous ayez eu à affronter, par exemple, que ce soit comme entraîneur enfin, Claude, comme joueur ou comme entraîneur, le plus gros adversaire, Comme joueur ou comme équipe? comme joueur, comme équipe. Alors, comme joueur, moi, c'était Mohamed Salah. Mohamed Salah, Ouais. donc avec balle. Ouais. Mais déjà là, Et là, comment on franchement... se sent alors quand on se retrouve face à un Mohamed Salah, par exemple? En fait, moi, c'est indépendamment de la saison qu'il a fait à Liverpool, ça fait déjà des années quand j'ai joué contre lui. Franchement, il a une telle justesse dans ses courses que franchement, c'est un calvaire pour un défenseur. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui était assez marrante parce que je m'étais fait avoir sur une action par Salah et Matt Moussilou me vannait à l'entraînement. Il me dit « Ah, Salah, il t'a mis un petit coup et tout ».
Je dis attends. Sauf que quelques semaines plus tard, il a fait la même chose à Chelsea, il a fait la même chose à Tottenham, puis je dis maintenant. D'ailleurs, je lui ai réécrit là il y a quelques temps, puis je dis bon, t'as quelque chose à me dire, Matt? Il me dit ok, c'est bon. Maintenant, c'est peut-être une fierté que tu t'es fait manger. J'ai dit je l'avais dit. Tu peux t'en vanter, quoi. Exactement. Parce que je pense à Bâle, il lui manquait peut-être un peu le dernier geste ou la précision, il était un peu. C'est ce qui lui manquait et tout, mais je pense qu'actuellement, il fait partie des tout grands et j'espère pour lui que ça sera dans la continuité. Mais vraiment, ce qui était pour moi le plus impressionnant chez lui, c'était sa justesse de la course. Franchement, c'était vraiment très dur à le défendre contre lui. Un souvenir exceptionnel, messieurs, Dylan, Claude? Bon, Dylan, moi, j'ai pas joué de grands joueurs. Malheureusement, je m'excuse, mais... Et puis, de toute façon, c'était une autre époque. Vous ne connaissez pas les noms, donc... Comment ça, Peut-être vous non plus. Non, pas de... Vous pouvez nous dire n'importe quoi, du coup, on sera... Non, Dylan, peut-être quelqu'un a un souvenir, je sais pas, peut-être pas un joueur extra... Pas un Salah, évidemment, on n'a pas tous eu la chance de jouer contre Salah, mais... C'était un match amical contre la Côte d'Ivoire, en fait, avec le Lausanne Sport. Et moi, un joueur qui m'avait beaucoup impressionné, c'était Gervinho. Il est d'une rapidité, mais j'étais sur le cul, quoi. Il vient d'arriver à Parma, il est attaquant justement en Serie A. Ouais. Et il a été vite. Et c'était justement, à ce match-là, il y avait encore Yaya Touré, il y avait encore tous les grands. La Côte d'Ivoire, Drogba, il n'a pas pu jouer, il s'était cassé le bras sauf erreur. Mais Gervinho, il m'avait vraiment marqué. Il a marqué contre la Juve d'ailleurs. Ouais, c'est juste. En début de saison. C'est juste. Ouais, c'est Bien pas vu. rien. Les chances d'IB, peut-être encore par rapport à la Juve, les chances d'IB le 2 octobre. Mais comme On a tout compris match la de réponse. football, ça commence à 0-0. Oui. Et, on n'est pas sûr de qui va gagner. Mais je pense que jouer à Turin... À Turin, c'est compliqué. Hein. Avec l'ambiance c'est qu'il y a là-bas, c'est difficile. Mais je pense qu'ils ont plus de chance à Berne, dans leur stade, sur Sur Saint-Denis, synthétique, exactement. qu'à Turin. Je leur souhaite de c'est décrocher clair. la 3e place. Quoi. Oui, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Tout exploit est possible. Bâle l'avait fait à l'époque, donc pourquoi pas. C'est vrai que ça va être très compliqué, on en est tous conscients. Bon, vous notez évidemment... Arbitre, c'est là. Ah ben voilà que le message est clair. En tout cas, le premier match de la Juve face à Valence en Espagne, ce sera le 19 septembre, mercredi prochain. Et puis le très attendu Juve IB, ce sera le 2 octobre. Toutes ces rencontres de Ligue des Champions et également d'Europa League qui sont à suivre évidemment sur Téléclub. Je crois que c'est assez clair donc le message qui vient de nous parvenir. Cette émission touche à sa fin, messieurs. Vous l'avez entendu. On nous signale qu'on rentre dans le temps additionnel. Il nous reste donc 5 minutes pour faire le tour de l'actu très rapidement avec quelques questions. Une première sur la Liga et ce derby catalan délocalisé à Miami, là, avec cette équipe de Gérone contre Barcelone. Ce sera fin janvier. Vos réactions là-dessus? C'est plus un aspect marketing qu'autre chose. On sait que les Américains, ça commence à apprécier le football maintenant, avec les grandes stars qui arrivent là-bas. Et je pense que là, c'est la Liga qui essaye de renflouer encore un peu plus ses caisses en amenant une affiche. Enfin, ils cherchent plus, je pense que les matchs, parce qu'ils ont dit qu'ils en avaient un par saison, ce sera chaque fois, je pense, le Barça ou le Real qui iront là-bas. Donc, c'est vite Je vu. pense que c'est pour relancer un peu le championnat, c'est pour ça un peu des ronds, comme on dit. Mais à 14 heures de vol, C'est franchement... absolument ridicule, personnellement. Enfin, c'est n'importe quoi de déplacer deux équipes qui jouent dans leur ville. Hein, donc c'est un derby catalan. Et non, on envoie c'est l'entier des deux staffs et des deux équipes à Miami, plus peut-être quelques supporters qui voudront quand même voir ce match. C'est Mais dur qui doivent pour- quand même faire la gueule de se dire qu'on C'est- reçoit une fois Barcelone Bah, dans la c'est ça. saison C'est-à-dire que Gérone, et c'est les le match supporters a de lieu à Gérone ne verront Miami. pas le Barça, sauf s'ils vont voir le Barça vraiment, mais ils ne verront pas le Barça contre leur équipe. Et ça, honnêtement, c'est pas une bonne idée. Enfin, moi, ça me... Et on se plaint des calendriers, que c'est difficile et tout ça. Et on va, là, pour la récupération, sur ce coup-là, ils auront un peu moins de récup encore. Donc, moi, Qu'une histoire de business, moi, je suis quoi. vieille école, je suis conservateur, mais ça me Non, dépasse mais complètement. Quoi. À un moment, il faut... Voilà, le business, je suis conscient qu'il est important et qu'il existe. Mais à un moment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Bon, Et là, pour moi, c'est très américain. ridicule, Ça quoi. se fait en NBA, ça se fait en NFL, ça se fait en MLS, de jouer des matchs à l'extérieur du pays. Ils viennent facilement en Angleterre jouer, même la NHL le fait, les matchs délocalisés. Donc c'est très américain, c'est un business plan que moi j'ai de la peine à comprendre. Mais... Il y avait eu des antécédents, en tout cas en Supercoupe d'Italie, à Dubaï, à Doha, Ouais, les Supercoupes d'Espagne se aussi. jouent assez fréquemment à l'étranger. Hein. Mais là, c'est du championnat, c'est une première. Je pense que Supercoupe, déjà, c'est plus le dernier. Les équipes, OK, prennent comme premier match de compétition, mais je pense que c'est la dernière surtout de la préparation. Et souvent, les équipes partent à l'étranger, font les tournées. Donc, ça va un petit peu dans la suite de leur voyage. Souvent, je pense que si, par exemple, l'Italie, les matchs italiens, c'est vrai qu'il y avait Supercoupe Milan ou comme ça, parce qu'ils faisaient même aussi un tournoi des 3-4 meilleures équipes, ils y jouaient à l'étranger. Donc, très souvent, ils font leur camp d'entraînement à Dubaï ou dans ces régions-là, puis ils restent sur place. Donc, c'est différent que là, c'est vraiment janvier et tout le monde va partir là-bà. Ah, Elle est en plein milieu du calendrier. Ouais.
Et pour l'empreinte écologique, c'est pas terrible non plus de délocaliser le derby. Bon, plus près de chez nous, les 16e de finale de Coupe de Suisse, c'est ce week-end, messieurs, avec de belles affiches. Le retour de Servette-Lucerne samedi, Échallens-Bâle, Chafouz-IB quand même, quand on se dit que IB, qui va aussi être engagé en Ligue des Champions, a eu de la peine contre Bienne, ce sera à surveiller. Et puis l'ascension sera sans doute encore un petit peu plus élevée dimanche, avec le derby roman entre Lausanne et Sion, et parallèlement Haro qui reçoit Xamax. Quelles sont, selon vous, les équipes en danger ? Je ne vous ai pas donné toutes les affiches, hein, mais les plus gros. Une grosse affiche quand même. Moutier-Toul, ça va être un Dylan. C'est là d'où je viens. J'ai oublié Moutier. Veuillez m'excuser. Non, mais je voulais vous parler des équipes en danger. Il y a le derby roman quand même. Jacobacci, on est d'accord qu'il est gentiment un petit peu sur la sellette, là. Ils sont en danger déjà parce que par leur performance actuelle et les performances de Lausanne. Donc la Ligue d'écart, elle s'atténue avec une équipe qui est en plein doute et une équipe qui est en pleine confiance. Alors je pense que ça ne serait pas une grosse surprise parce que Lausanne est une très belle équipe. Maintenant, ça serait la Ligue B qui sort de la Liga. Mais... c'est toujours ça le danger en fait. Les équipes en danger, c'est les équipes de Ligue supérieure qui jouent une Ligue inférieure qui sont censées gagner. Et globalement, oui, si le LS... Chafouz-IB, par exemple, je n'y crois pas une seconde pour Chafouz. La surface, ils la connaissent, c'est aussi synthétique. Moi, je suis plus au sens crois pas une pour seconde. Neuchâtel face à Haro. Alors Haro est complètement au fond du bac. Mais pourquoi il ne se réveillerait pas? Moi, c'est ça, ce serait terrible pour Neuchâtel qui est quand même pas tellement en grande confiance actuellement. Ou alors c'est l'occasion de se refaire cette confiance. Oui, parce qu'au niveau confiance, Haro, c'est moyen aussi. Hein. C'est 0 points. Donc c'est compliqué. C'est 6 matchs, 0 points. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Lucerne qui sera un déplacement pas facile pour les Lucernois. Je pense que c'est majoriste. Moi, je rejoins Claude quand il dit que justement IB, moi non plus, j'y crois pas trop. Je pense que après le premier match qui était un peu compliqué, ouais, justement, je pense qu'ils vont pas prendre le risque de tourner. Là, ils l'avaient fait parce qu'ils avaient le dernier match justement de qualificatif pour la Ligue des Champions. Ah, mais ils jouent contre Manchester United mercredi. Ouais, mais je pense que franchement, ils vont pas se faire avoir une deuxième fois. Ça dépend. Hein. C'est quoi les objectifs, quoi? Parce que si vraiment ils sont prêts à hypothéquer la coupe pour faire une grosse performance en Ligue des Champions, pourquoi pas, hein? C'est pas impossible qu'ils fassent de nouveau tourner. Oui, bien sûr, mais après les autres équipes, je pense que... voilà. Messieurs, vous l'avez entendu, les 3 coups de sifflet final de l'arbitre qui nous renvoie au vestiaire. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique menée à la baguette ce soir par Daniel Romano. Vous retrouvez plein de monde sur ce plateau lundi prochain pour débattre une nouvelle fois de toute l'actualité de ce qui nous passionne, le ballon rond. Je vous souhaite une belle soirée. On vous embrasse. Salut!